Dans cet exercice, on va s'intéresser à réaliser une étude par rapport à un schéma que nous voyons ici, et qui va consister en fait à établir une configuration globale des switches, qui sont tous ces switches là, donc le 1, le 2, le 3 et le 4 ici, qui vont en fait avoir pour rôle d'interconnecter tous les postes ici qui représentent des ordinateurs, des postes clients en fait. Et on voit ici qu'il y a un poste sur VLAN 10, un poste sur VLAN 20, et celui-ci sur VLAN 30. Et ici ça se répète sur le deuxième switch VLAN 20, VLAN 30, sur le troisième switch VLAN 10, VLAN 20, et finalement ici sur le quatrième switch VLAN 10, VLAN 30. Alors si on s'en tient à ça, on voit qu'ici il y a le VLAN 20 qu'on retrouve ici, et qu'on retrouve là, mais qu'on ne retrouve pas sur le troisième switch. Et si on regarde au niveau du VLAN 30, on le trouve ici et là, mais pas ici. On le trouve également là. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que on a 3 VLAN, mais ils ne sont pas utilisés partout. Par contre, on a une communication, on pourrait appeler ça une configuration en ligne, dans le sens où le départ, si on considère que le départ est ce switch-là, ben, l'arrivée, c'est ce switch-là. Donc on pourrait mettre cette configuration en ligne, et on s'apercevrait qu'on a un départ avec 3 VLAN, ensuite on a 2 VLAN, donc on perd ici le VLAN 10, ensuite on le retrouve ici mais on perd le VLAN 30, et ensuite au final on arrive au bout de la ligne, donc à l'arrivée, mais il n'y a plus le VLAN 20. Et au milieu de tout ça, alors j'ai choisi de le mettre au milieu pour des raisons ergonomiques sur mon dessin, mais en fait ça n'a pas d'importance, j'aurais pu le placer ici, ou bien là, ou bien là. J'ai positionné un routeur. Alors, particularité de ce routeur, il est sur une seule interface. On a déjà vu lors de précédentes présentations et explications comment ça a été possible qu'avec une seule interface, un routeur soit capable d'effectuer le routage sur plusieurs canaux. Donc en fait, comment cette interface se divise en plusieurs sous-interfaces. On va le revoir, mais pas en détail cette fois-ci. Et ici, j'ai choisi de mettre un serveur. Alors, j'ai précisé ici que je décidais de le mettre sur VLAN 10. Ce serveur joue le rôle de serveur DHCP essentiellement, mais il va aussi jouer le rôle de serveur TFTP, qui nous servira lorsqu'on sera prêt à sauvegarder les configs des switches et du routeur. Donc, si on résume, on s'aperçoit ici qu'on a un VLAN 10 ici, un VLAN 20 qu'on retrouve ici, un VLAN 30 qu'on retrouve ici, un routeur pour permettre à ces 3 VLAN de communiquer ensemble, et un unique serveur DHCP qui prend en fait appui sur le VLAN 10. Alors les switches sont représentés succinctement, mais il s'agit en fait de switches 24 ports qui sont interconnectés. Donc la première remarque qu'on peut faire, donc si on cherche à donner des précisions sur cette configuration telle qu'elle nous est présentée, et immédiatement en observant quelle est la question qui est posée, donc quelle configuration apporter pour que l'ensemble des postes puissent communiquer en toute efficacité. Alors, le mot efficacité a son importance parce qu'il s'agit de mettre en place une communication sans pour autant réunir tout le monde sur un seul et même segment réseau, ce qui aurait pour effet de créer un seul domaine de diffusion, et une diffusion envoyée par un poste serait donc forcément reçue par tous les autres, ce qui n'est pas souhaitable, et en tout cas certainement pas idéal dans une configuration où il commence à y avoir un certain nombre de postes. Donc on va bien segmenter sous forme de VLAN, le 10, le 20, le 30. Ici on verra qu'on n'a que le 20 et le 30 pour l'instant. On peut imaginer qu'un poste du VLAN 10 puisse se connecter également sur ce switch numéro 2. Donc il nous faudra également le VLAN 10, 20 et 30. Ici pareil, le 10, le 20, le 30, bien que le VLAN 30 ne soit pas pour l'instant exploité au niveau de ce switch. Et finalement ici le VLAN 30 et 10, et on rajoutera donc le 20. Alors, on va expliquer tout à l'heure pourquoi il est important que les 3 VLAN qui sont impliqués dans cette architecture sont vraiment présents, c'est-à-dire déclarés au niveau de tous les switches. Donc lui par exemple il faudra les 3 VLAN alors qu'on ne voit que 2 VLAN exploités. Pareil pour lui, pareil pour lui. On verra aussi comment, et ça aussi ça a déjà été traité lors d'une présentation concernant les routages inter-VLAN, on verra comment ici un unique serveur prenant appui sur un VLAN bien déterminé
pourra néanmoins servir des postes, par exemple du VLAN 20 ou du VLAN 30, qui soient en local ou bien à l'autre bout, par exemple ici. Donc, la configuration à établir pour pouvoir réaliser la maquette ici, idéalement, c'est d'utiliser Cisco Packet Tracer. Et on va essayer de reproduire ce montage-là d'une manière à peu près identique dans une maquette Packet Tracer. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai reproduit ici sous forme des 3 ordinateurs qu'il y avait à gauche, les 2 qu'il y a au milieu, les 2 qu'il y a au bout, et puis les 2 qu'il y a en bas. J'ai déplacé le serveur. Alors vous voyez qu'ici le serveur il est sur VLAN 10, je l'avais mis sur ce switch là. Et en réalité, pour des raisons ergonomiques, je l'ai déplacé, je l'ai mis ici. Mais il est bien sur le VLAN rouge ici. Alors VLAN rouge, je vais le préciser, c'est pour moi le VLAN 10. Donc le VLAN 10, d'après mon schéma, c'est le rouge. Le VLAN 20, c'est le vert. Et le VLAN 30, c'est le bleu. Donc dès qu'on voit du rouge, c'est le VLAN 10. Dès qu'on voit du bleu, c'est le VLAN 30. Dès qu'on voit du vert, c'est le VLAN 20. Donc ici VLAN 10, ici VLAN 30. Donc, alors, on verra aussi dans une suite, enfin en tout cas la suite de cette présentation, une fois qu'on aura établi notre configuration, un moyen de ranger différemment les choses éventuellement. Pour faciliter la lecture de cette architecture, j'ai mis en place des couleurs qui regroupent donc les postes par VLAN. Donc ici tout ce qui est dans le bleu, ici on voit ce poste là et celui-ci, c'est des postes que j'ai configurés sur le VLAN 30, en tout cas que je vais configurer sur le VLAN 30. Et tout ce qui est rouge, c'est le VLAN 10, donc celui-là, ainsi que celui-là, ainsi que ce serveur et ce poste-là, c'est VLAN 10. Et le VLAN vert, ici on a 3 machines, celle-ci, celle-ci et celle-là. Le routeur ici, je l'ai dessiné à l'extérieur, parce qu'en fait lui il va assurer le routage inter-VLAN, mais il est présent sur les 3 VLAN. Si on revient sur le schéma, on peut déjà préciser que ici, là, on a une interconnexion entre 2 switches, qu'on retrouve ici, qu'on retrouve là. Donc tous les switches doivent être interconnectés en véhiculant l'information du VLAN. Véhiculer l'information de VLAN, ça veut dire qu'ici, au moment où ça sort de ce switch et que ça circule sur ce câble, lorsque ça va arriver ici, pendant tout le temps où ça circulera ici, il faut que l'information identifiant le VLAN qui a émis le paquet soit récupérée par ce switch. En clair, imaginons que ce poste-là, qui appartient au VLAN 10, transmet une information à destination de tous les postes du VLAN 10. Il sera ici reçu par ce port. Comme ce switch ne possède aucun autre port sur le VLAN 10, il va le transmettre à son lien ici, qui va assurer l'interconnexion, qui va propager ici, mais au moment où ça va sortir, au moment de propager la donnée, il va informer par une marque qui s'appelle le tag, tout ça nous l'avons déjà étudié, qu'il s'agit du VLAN 10. Donc ici on va avoir comme une trame qui porterait sur sa tête une casquette indiquant VLAN 10. Ça va arriver au niveau de ce switch, où ce switch va voir arriver une information venant du VLAN 10, qu'il va répéter sur tous les ports qui font partie du VLAN 10. Alors ça va en fait aller ici sur ce port là. Pour l'instant je ne parle pas du routeur, mais on continue notre chemin vers les switches. Donc ça va sortir ici. Ce switch là va à nouveau informer par la marque, la petite casquette marquée de 10, qu'il s'agit d'une trame pour le VLAN 10. Ici ce switch va récupérer cette information et va envoyer l'information à tous les PC du VLAN 10, donc celui-ci va la recevoir. Et il va continuer à propager cette information, il remet la marque 10 ici, ça arrive ici, ce switch ici analyse la marque 10 et transmettrait à ce poste-là. Voilà, donc cette marque de trame qui prend naissance ici va se retrouver jusque là. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que seul dans les liens que j'ai représentés en bleu ici, alors pour l'instant ne nous occupons pas de celui-là, mais uniquement de ces
liens là de celui-ci et de celui-là, les liens qui vont connecter les switches, tous les liens qui interconnectent les switches vont devoir supporter, je dirais même porter, la marque du VLAN duquel vient le message. Si c'est le VLAN 10, il devrait y avoir écrit 10 dans la trame ici, dans le champ qui est réservé à cet effet. Si c'est le VLAN 20, bien évidemment, il devrait y avoir écrit 20. Si c'est le VLAN 30, il y aura écrit 30. Ce qu'il faut aussi comprendre, même si tout ça n'est qu'un rappel, c'est que lors des communications entre le switch et les ordinateurs, voire même le serveur, les trames ne sont pas marquées. Elles ne sont pas marquées. C'est-à-dire que ce poste-là, en réalité, ignore qu'il appartient à VLAN 10. Tout comme celui-ci, il ignore qu'il appartient au VLAN 20 et lui, il ignore qu'il appartient au VLAN 30. C'est donc une configuration tout à fait standard pour ces trois machines. Le seul équipement capable d'identifier les VLAN, c'est le switch. Pour l'instant, dans cette présentation, seul le switch va être à même de comprendre, alors même si les mots sont mal choisis, c'est un simple équipement, qu'il s'agit d'une requête ou d'une trame, on peut appeler ça une trame, il s'agit d'une donnée, qui serait envoyée par le VLAN 10. En tout cas, qui appartiendrait au VLAN 10. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque nous allons configurer les ports du switch, alors vous prenez exemple ici, imaginez que ce soit le port 1, celui-ci le 4, celui-ci le 5, celui-ci le 8. Le 1, le 5 et le 8 contiennent des ordinateurs. Le 1, on déclarera ce port ici au niveau du switch, sur VLAN 10. Le 5, on le déclarera sur le VLAN 20. Et le 8 sur le VLAN 30. 1 sur le VLAN 10. Le 4e aussi, puisqu'on y branchera le PC serveur. Le 5e sur le VLAN 20. Le 8e sur le VLAN 30. Et le 9e, on va le déclarer comme intégrant l'ensemble des VLAN, c'est-à-dire à la fois sur le VLAN 10, le 20 et le 30, en le configurant en mode trunk, qui va regrouper en fait tous les VLAN sans avoir forcément besoin de préciser lesquels. Tous les VLAN existants dans ce switch seront compatibles avec cette connexion-là. Donc, maintenant que nous savons ça, le switch ici sait que ce port est sur le VLAN 10. Prenons l'exemple ici du VLAN 10. Lorsqu'il va envoyer la donnée ici, il va envoyer ça à tous les ports du VLAN 10, donc ce PC-là va la recevoir, puisqu'il en fait partie. Puis ensuite, ça va venir ici, sur le trunk. Et c'est au moment où ça va quitter le switch par le trunk, c'est-à-dire au moment de la sortie par ce port-là, que la trame va être marquée. La fameuse petite casquette portant le numéro 10 sera posée sur la trame, sur la tête de la trame ici. Ici, elle ne l'est pas. Le switch n'a pas besoin de marquer la trame, il sait lui-même, en interne, il a besoin de l'aide de personne pour comprendre que si une donnée arrive par ce port-là, elle appartient au VLAN 10, puisque ce port-là fait partie du VLAN 10. Si une donnée arrive par ce port, c'est forcément pour le VLAN 10. Et il saura forcément que tout ce qui est sur VLAN 10, comme par exemple ce port-là, devra être lié à ce port-là. Et le trunk également, puisque le trunk est multi-VLAN, c'est un port multi-VLAN. Donc, si on résume une dernière fois les choses, ici la trame est non marquée, lorsqu'elle bouge ici dans ce sens-là ou dans ce sens-là, mais sur ce lien-là, elle est non marquée. Ici elle est non marquée, ici elle est non marquée, ici elle est non marquée, là elle est marquée. Là, on retire la marque, elle est remarquée ici. On retire la marque, elle est remarquée à nouveau ici, on retire la marque ici. Quand une trame provenant d'un VLAN quitte un switch, elle est marquée. Quand une trame provenant d'un VLAN possédant une marque rentre dans le switch retire la marque après l'avoir analysée. Donc c'est marqué ici, c'est marqué, c'est marqué, c'est marqué, c'est retiré. La marque est retirée, c'est démarqué. Démarqué, 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 remarqué à nouveau, remarqué, marqué, démarqué, remarqué à nouveau, marqué, 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 démarqué,
été marqué, démarqué, etc. La trame qui est marquée est en réalité le terme qui est le plus approprié. On en a également déjà parlé par différentes démonstrations. C'est pas une marque, on préfère le terme de tag. On parle de trame taguée. Une trame taguée, c'est une trame qui possède l'information indiquant de quel VLAN provient la trame. Voilà. Donc, on peut maintenant avancer un petit peu sur l'architecture, c'est-à-dire le constat général de cette architecture. On peut dire qu'il faut mettre en place des trunks ici. Donc tout ce qui est bleu ici, en tout cas pour l'instant interswitch, ça doit être des trunks. Il faut mettre en place une programmation des ports du switch pour affecter celui-ci, celui-là sur le VLAN 10, celui-là sur le 20, celui-là sur le 30. Reproduire ensuite la configuration en fonction des ports sur les différents switches. Et puis, une fois que ça sera fait, eh ben, on va mettre en place un système d'adressage IP. Alors le système d'adressage IP, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un serveur DHCP. Donc le serveur DHCP va donc en fait disposer de 3 pools d'adresses IP, c'est-à-dire en fait 3 configurations distinctes, une pour le VLAN 10, une pour le VLAN 20 et une pour le VLAN 30. Et en fait, au travers de ces fameux trunks, cette configuration va permettre d'alimenter en adresse le VLAN 20 ici, le 30 ici, le 10 à nouveau, le 20 ici, le 20 et le 10 pardon et le 30 ici à nouveau au travers donc des trunks. Alors le problème qu'on va rencontrer, c'est que comme ce VLAN ici numéro 10 est en fait configuré sur ce port là et celui-ci, si on prend uniquement le switch 1, ben, ce poste-là, il va pouvoir faire sa requête tout à fait librement auprès du serveur, un peu comme s'il se passait ce que je suis en train de décrire avec ma souris. Vous voyez, c'est une requête comme ça. Et le serveur peut y répondre, et du coup, l'adresse IP va être obtenue assez facilement ici. Et si on ne fait rien, par exemple, lorsque ce serveur va faire sa requête, ben, la requête ici, elle va sortir ici, elle sera envoyée au trunk ici, qui va essayer de l'envoyer là, qui ne pourra pas aboutir, puisqu'il ne s'agit pas d'un serveur, qui sera donc redirigé à nouveau ici, qui va aller là, qui sera donc pas alimenté puisque c'est pas un serveur non plus, qui va arriver ici et qui ici va être stoppé puisqu'il n'y a aucun poste appartenant au VLAN 10, au VLAN 20 pardon. Donc pour ce qui est du VLAN 20, la requête ne va pas atteindre le serveur si on laisse les choses se faire naturellement. Et le VLAN 30 c'est pareil, la requête elle va pas aller par ici puisque le serveur se trouvant pas sur le VLAN 30 et la requête ne pourra pas l'atteindre, va donc aller ici, ça va remonter ici, ça ne sera pas traité, ça va aller ici, ça va suivre le chemin, ça va aller ici, ce ne sera pas traité. Donc quel que soit le PC qui va faire sa requête, seuls les PC qui seront configurés pour appartenir au VLAN 10, donc lui et lui, vont recevoir une adresse IP à condition que les ports soient bien configurés sur le VLAN 10 et que les trunks soient bien établis. Si c'est le cas, pas de problème pour tout ce qui est appartenant au VLAN 10. Mais problème pour VLAN 20, problème sur VLAN 30, qu'il soit sur le switch 1, le 2, le 3 ou le 4. Alors pour résoudre ce problème, on va utiliser en fait le reroutage des requêtes DHCP. Par exemple, on va prendre l'exemple du VLAN 20. Alors VLAN 20, on le voit ici, là et là. Le VLAN 20, alors prenons l'exemple sur ce poste-là, il va envoyer sa requête. Sa requête va être répétée sur tous les ports qui sont capables de véhiculer le VLAN 20, c'est-à-dire ici ce trunk qui va finalement l'abandonner, mais aussi sur ce trunk qui va l'emmener jusque là. Donc ici ça ne sera pas traité, ici ce ne sera pas testé, mais ici on va mettre également un trunk. Donc ça va arriver jusqu'au routeur. Le routeur, on va le configurer pour assurer le routage et le relayage des trames marquées, ces fameuses trames taguées. Donc il va falloir que ce routeur soit capable d'identifier les trames taguées et capable de les router avec une option. Tout ce qui est sur VLAN 20 sera autorisé à envoyer des requêtes DHCP vers cette adresse IP. C'est pour ça que j'ai indiqué ici une adresse IP, pour qu'on voit bien déjà un petit peu la stratégie qu'on va devoir utiliser. Donc sur le routeur, il y aura une information qui va permettre à toutes les trames arrivant par le VLAN 20 ou bien le VLAN 30
d'être redirigé sur ce serveur-là lorsqu'il s'agira de requêtes DHCP. Donc en fait, alors si vous suivez le chemin, par exemple, si ce PC-là fait une requête DHCP, elle va arriver ici au routeur. Le routeur va la rediriger et la router, elle va ressortir du routeur pour viser ce poste-là. Et la requête va donc être soumise au serveur DHCP qui va y répondre, qui va renvoyer au routeur, qui va router et qui va réorienter vers le PC. Si on fait bien notre configuration, ça va permettre à tous les PC du VLAN 20 et 30, quel que soit le switch sur lequel ils sont connectés, de pouvoir récupérer une adresse IP prélevée ici dans le pool d'adresses qui correspond. Alors, on va voir ça progressivement sur la maquette. Alors, la maquette qu'on a réalisée, déjà on peut constater que tous les voyants sont ouverts en ce qui concerne les switches, excepté celui du routeur. Pourquoi ? Simplement parce qu'un routeur par configuration par défaut n'active pas ses interfaces. Donc ici l'interface du routeur ici qu'on peut voir brancher. Alors je vais faire, avant de poursuivre, une petite modification ici dans mes options. Vous voyez dans le menu options préférences, ici je vais vous montrer, vous allez pouvoir le constater rapidement. Il y a possibilité de toujours montrer les labels des ports dans l'espace logique de travail. Alors ça veut dire quoi en clair ? Eh bien regardez, c'est activé, c'est désactivé. C'est activé, c'est désactivé. Lorsqu'on met en place en fait cette option, ben, ça permet en fait de voir les câbles, enfin les ports plus exactement, les numéros de prise si vous voulez, qui sont utilisés. Et l'astuce que j'utilise souvent, c'est que je bouge les équipements. Quand c'est un peu ambigu, ça me permet de voir les étiquettes apparaître exactement où elles sont. Alors par exemple, ici je m'interroge sur ce routeur, sur quel port il est. Donc je vois que côté switch, il suffit de regarder ici, il est sur JIG 01, ici il est sur JIG 00. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que côté routeur, il y a une interface qui s'appelle JIG 00. Côté switch, il y a une interface qui s'appelle JIG 01. JIG, c'est en réalité l'abréviation de gigabit. Donc c'est une interface à grande vitesse, gigabit. L'interface 01, ici l'interface 00. Donc sur le routeur, maintenant que je sais ça, je me connecte dans l'éditeur de commande, CLI, Command Line Interface. Je passe en mode administrateur, Enable, et je passe en mode configure terminal. Bon alors, là encore, on va pas détailler les commandes dans cette démonstration, mais ces commandes sont disponibles sur les lexiques de commandes que je mets à votre disposition pour ces différents travaux, et dans différentes présentations annexes qui ont été déjà peut-être que vous avez peut-être déjà étudiées. Vous retrouverez la plupart de ces commandes, elles sont très très fréquentes. Je suis dans le terminal de configuration. Je vais faire un show. Alors non, même pas. On va commencer par activer l'interface. Alors on a vu que cette interface s'appelait gigabit 00. Donc on peut mettre l'abréviation interface, on peut l'écrire comme ça, ou bien seulement comme ça. Gigabit 00, on peut écrire GI, ça suffit. 0/0. On la sélectionne, on va entrer et on sort du mode shutdown. No shutdown. On sort du mode shutdown et vous observez le schéma. On voit que le voyant ici passe au vert, alors que dans le même temps, la console nous répond qu'un protocole de ligne a été activé à l'état haut. On voit aussi que côté switch, il y a un voyant orange, le bouge ici, qui va être validé au vert dans quelques secondes ici. Voilà, donc l'interface est activée. On va sortir de là. Et on va commencer à
s'intéresser à la configuration du serveur qui se trouve, donc je le rappelle, sur le VLAN 10. Donc la configuration du serveur sur le VLAN 10, en fait, ça va permettre d'obtenir les adresses IP à tous les postes qui sont sur le VLAN 10. Donc, dans un premier temps, le serveur, on va lui donner à lui-même une adresse IP. Alors, d'après ce qui était indiqué sur le schéma, il devait avoir cette adresse IP. Et on va simplement indiquer le masque pour l'instant. Maintenant que c'est fait, dans la rubrique service du serveur, on va activer un DHCP. Donc on va cliquer ici. Et sur ce serveur DHCP, on va indiquer la plage d'adresses qu'on veut donner, donc de la première, par exemple celle-ci, et la quantité d'adresses qu'on veut donner. Alors nous, on va dire une dizaine d'adresses, ça suffira pour notre démonstration. Dans les options ici qui sont là, on peut préciser déjà l'adresse IP du serveur, enfin, ou du routeur qui sera utilisé. Alors le serveur, c'est pour le DNS, le routeur, c'est pour la default gateway, c'est-à-dire la passerelle par défaut. Donc si je mets ça, ici, cette adresse, ça veut donc dire que sur mon schéma, l'adresse qui sera utilisée sur l'un des liens ici, alors on peut dire pourquoi l'un des liens alors qu'on n'en voit qu'un. Et je rappelle qu'ici ce lien est physique, mais il va y avoir comme l'équivalent de 3 interfaces logiques ici. Donc sur l'une des interfaces logiques ici, on aura l'adresse IP qui doit correspondre au réseau 192.168.1 qui intègre cette machine, 192.168.1.250. Et ben on va avoir ici une adresse logique 192.168.1. quelque chose. Je choisis par habitude et pour le respect des bonnes pratiques habituelles que l'on rencontre à peu près partout, je dirais sur les box, sur les routeurs, de mettre la dernière adresse valide du réseau. C'est donc la 254. Donc je résume. Ma passerelle, ma plage d'adresse, c'est-à-dire le début et la quantité, le masque. Le DNS, je n'en ai pas besoin. Je fais sauver et on va regarder ce qui va être écrit ici. Donc on voit que il a validé en fait mon pool d'adresse pour une quantité de 10, débutant ici, ayant comme adresse de passerelle celle-ci, ayant comme masque celui-là. Donc voilà. Le serveur DHCP est sur on. On peut déjà envisager de demander à n'importe quel des PC qui serait branché dans la région ici de ce serveur, de voir s'il obtient une adresse. Alors par exemple celui-ci. Donc là je suis sur le PC ici. Si je le bascule en adresse DHCP, il va envoyer une requête et on ne voit pas bien ici, mais je ne sais pas si vous voyez, 192.168.1.1. Il a pris la première adresse pour lui. Donc on peut dire que ça fonctionne. Alors la question que je me pose, c'est ce PC là que j'ai prévu de mettre sur le VLAN bleu, lui aussi, il devrait récupérer une IP. Et effectivement, ici on voit qu'il a la 1.2 avec le masque, la passerelle, tout à fait comme l'autre, il prend la suite. Et alors on se demande bien pourquoi il prend la 1.2 alors qu'il est censé être sur VLAN 2, mais VLAN 30, pardon. Simplement parce que aucun VLAN n'a encore été déclaré s'il n'y a pas de magie qui les a auto-déclarés. C'est juste des informations graphiques que j'ai mis là pour nous indiquer ce qu'on va faire, mais ça n'est pas fait. Donc en fait, tous les ports des switches sont sur le même VLAN. Et en l'occurrence, le VLAN par défaut qui s'appelle le VLAN 1. Si vous regardez la petite colonne verticale du milieu qui s'appelle VLAN, là, en cliquant sur le switch, vous voyez qu'on voit que tous les ports sont sur le VLAN numéro 1. Et ça, même si je prends un autre switch, n'importe lequel, tous les ports sont sur le VLAN 1. C'est le comportement par défaut. Donc, une des premières choses à faire, et peut-être même avant de faire ce que l'on vient de faire à l'instant, c'est de créer les VLAN, c'est-à-dire en fait de faire notre séparation ici des différents VLAN,
pour éviter que le serveur DHCP ne donne des IP, par exemple ici à ce PC-là, qui n'aurait pas dû lui donner. Donc, dans l'ordre des choses, on a fait une première erreur, c'est de démarrer le DHCP ici. Donc, il est préférable de le stopper pour l'instant, pour éviter que les ordinateurs n'obtiennent une adresse qui ne leur serait pas en fait destinée. Et on va donc revenir en statique sur l'ordinateur bleu, puisque lui il n'avait pas à obtenir ce type d'adresse. Lui on peut le garder, on peut d'ailleurs l'observer plus facilement ici. On peut garder son adresse parce qu'elle correspond bien au VLAN sur lequel se trouve le serveur, le VLAN 10 que j'ai représenté en rouge. En fait, il y a le serveur dessus, donc si le serveur en fait partie, tous ces postes là en feront partie tout à l'heure, et que le serveur a une adresse en 192.168.1. Quelque chose, et bien ça veut donc dire que je suis sur le réseau 192.168.1.0 et que tous les postes doivent également en faire partie, donc accepter une adresse sur ce réseau, ce qui est le cas, et je vais donc le laisser comme ça. Donc, première manip, je vais faire les trois serveurs, les trois switches de manière identique. Alors, voilà mon astuce pour gagner un petit peu de temps. Comme j'ai à construire 3 VLAN et à y répartir des PC, si on prend l'exemple du premier switch, ce PC là sera sur le VLAN 10, celui-ci sur le 20, celui-là sur le 30. Si on prend l'exemple du switch 2, c'est presque pareil, sauf que je n'ai pas de PC sur VLAN 10. Si on prend le switch 3, c'est pareil, sauf que je n'ai pas de PC sur VLAN 30. Si on prend le switch 4, c'est pareil, sauf que je n'ai pas de PC sur VLAN 20. Il suffit donc de reproduire la même config partout, et donc de la répéter, voire même de la copier-coller. Donc, pour faire simple, je vais sur le premier switch, je passe en Enable, et je vais sélectionner toute une série de prises, les unes à la suite des autres, mais je ne vais pas le faire une à une, je vais le faire globalement. De façon à avoir plus rapidement un basculement de ces ports sur le VLAN. Alors, avant de poursuivre, regardez, j'ai oublié de vous montrer que il est peut-être intéressant de demander au switch de nous montrer les VLAN. Show VLAN. Et on s'aperçoit qu'ici, il y a un VLAN qui s'appelle Default, qui porte le numéro 1 et qui est actif. Et ce VLAN, si on examine tous les ports qui sont ici, on n'a qu'à comptabiliser, tous les ports font partie du VLAN 1. Tous les ports, du 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite jusqu'au gigabit 02. Donc ça veut dire en fait que tous les ports de ce switch sont sur le VLAN 1. Et c'est normal, c'est le comportement par défaut. Donc nous, on va modifier ce comportement et on va donc sélectionner une série contiguë de ports, donc interface range fast ethernet 0/0. En 0/0, je me suis trompé, c'est 0/1, le premier. On va faire du 1 au 9, ensuite on fera du 10 au 19, et ensuite on fera du 20 au 24. Donc du 1 au 9. Fast Ethernet 01 au 9. Vous voyez, comme ça. Et là, il y a écrit IF range. Là, on bascule les ports sur le VLAN d'accès, Access VLAN, numéro 10. On s'aperçoit que les voyants passent à l'orange, tous ceux qui sont sur le VLAN 10. Alors c'est pas de la magie là encore, c'est tout simplement parce que lorsque j'ai fait mes branchements, tous les ports de 1 à 9 que je viens de basculer là ici sur le VLAN 10, je vais utiliser parmi ces ports là
des PC que je brancherai pour mon VLAN 10. De 19 de 1 à 9, pardon. De 10 à 19, je vais mettre des postes que je appellerai VLAN 20. Donc lui, ici, vous voyez, je l'ai mis sur le port numéro 10. Vous voyez l'étiquette bouger en bas près du switch. Et lui, je l'ai mis sur le 20. D'accord? Et lui, il est sur le 1. Donc de 1 à 9, ce sera le rouge. De 10 à 19, ce sera le vert. De 20 à 24, ce sera le bleu. Et je vais répéter cette opération partout. Donc, on voit ici que lorsque j'ai tapé la commande switch port access VLAN 10, le VLAN a été créé parce qu'il n'existait pas encore. Donc il l'a créé et il a basculé les ports dedans. Donc, on va sortir avec juste un retour dans le menu précédent avec la commande exit et on va sélectionner les ports 10 à 19. On va aller basculer sur l'access VLAN 20. Il va nous dire qu'il n'existe pas et qu'il va donc le créer. On va sortir. On va sélectionner les ports 20 à 24. On va les basculer sur le VLAN 30. Il nous dit qu'il n'existait pas, il va donc le créer. On revient au menu principal et on regarde à nouveau nos VLAN. On voit un découpage. Le VLAN 1 a beaucoup moins de ports que tout à l'heure. Il n'y a pratiquement plus de ports à part le giga 01 et 02. Tous les ports sont répartis sur les 3 VLAN. Donc ici le VLAN 10, ici le VLAN 20 et là le VLAN 30. Le gigabit 0102, gigabit 0102, c'est-à-dire en fait, ici on le voit 02 et le 01 il est là, on va les basculer en mode trunk. Donc comment fait-on? Donc on va, ça c'est une erreur de frappe, on va les basculer en mode trunk. Alors pour les basculer en mode trunk, il faut les sélectionner. Alors là encore, comme il y a 2 ports à sélectionner que j'ai pas forcément envie de faire 2 fois la même commande, je sélectionne mon étendue de port gigabit 0/1-2. Je sélectionne les deux de cette manière-là. Et je le bascule en mode trunk. Je les bascule en mode trunk. Voilà. On revient au début. On fait un show VLAN. Alors, il restait sur le VLAN 1 le port gigabit 0102, vous voyez qu'il n'y est plus. Le VLAN est toujours là, mais il n'y a plus aucun port attaché dessus. Et les ports gigabit 0102 n'apparaissent nulle part ici. On ne les trouvera pas. Et ce ne sont plus des ports attachés à un VLAN. Par contre, on peut voir les interfaces de type trunk. Et on va voir nos 2 ports gigabit 0102 qui autorisent et activent les VLAN 1, 10, 20, 30. 30, 20, 10 et le VLAN par défaut 1. Voilà. Alors cette configuration, sur ce premier switch, on va pouvoir la sauvegarder déjà en local sur le switch lui-même, puisque à ce stade-là, il ne faudrait pas la perdre, cette config, elle est déjà suffisante, elle est presque terminée. Hein. Donc pour sauvegarder la configuration au niveau de ce switch en local dans la mémoire non volatile, on tape tout simplement write memory, ou bien write, ce qui revient au même, ou bien carrément WR, ce qui est vraiment abrégé, et ce qui revient au même. Là, je viens de faire 3 sauvegardes identiques en simplifiant à chaque fois. Et la vraie commande, en fait, c'est copy running-config vers startup
config. Voilà la vraie commande écrite en toutes lettres, la voici. Celle-ci, elle me donne la possibilité de choisir le nom de fichier de destination. Mais si je veux garder le nom par défaut, j'ai tout intérêt à taper ça, ça va beaucoup plus vite et ça fait exactement la même chose. Voilà. Donc, pour faire plus rapide, on va faire ce deuxième switch, ce troisième ensemble, beaucoup plus rapidement. Donc, je sélectionne le switch, je fais Enable, je fais Configuration terminal, je fais Interface Range, Fast Ethernet 0/1-9, je les bascule sur le VLAN d'Access 10 qui n'existe pas, qui sera donc créé pour l'occasion. Je bascule les ports 10 à 19 sur le VLAN 20. Je bascule les ports 20, 24 sur le VLAN 30. Je bascule les ports giga 0/1-2 en mode trunk. Switch port mode trunk. Je reviens au début, je fais write et pour quand même un petit peu vérifier ce qu'on a fait, je visualise les VLAN en abrégé, show VL. Je retrouve la même config, show INTTR pour voir les trunks. C'est correct. Je vais faire le troisième switch encore un peu plus rapidement. Ici, donc ce troisième switch enable, FT interface range FA0/1-9 switch port access VLAN 10. On prend les ports 10 à 19 et on les bascule sur le VLAN 20. On prend les ports 20, 24. On les bascule sur le VLAN 30. On prend les ports giga 0/1-2. On en fait des trunks. On revient au début et on sauvegarde la configuration dans la mémoire non volatile. Voilà, donc ce troisième switch est également fait. On fait le dernier. Alors le dernier, attention, j'ai pris en fait la décision de mettre gigabit 02, que je bouge ici pour que vous voyez l'étiquette côté switch. Ici j'ai branché le serveur, donc ce sera donc pas un trunk, le gigabit 02, ce sera un port sur le VLAN 10. Pour le reste, rien de changé. Donc alors le gigabit 02 sera donc un port sur le VLAN 10. Donc, enable, conft, interface, FA. Alors, d'abord, range, n'oublions pas. Fast Ethernet 0/1-9. Port access VLAN 10. Interface range 10, 19, switch access VLAN 20 et interface range 20-24 switch access VLAN 30. Interface giga 0/1 switch port mode trunk. Donc la 01 c'est bien un trunk, mais la 02 switch port access VLAN 10. On revient au début et
on visualise nos VLAN. Donc on doit avoir le giga 02 sur le VLAN 10. Plus le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. On visualise les trunks et on devrait en trouver qu'un. Show interface trunk, qui est le giga 01. Voilà. On sauvegarde. Même si ça a déjà été fait, ça ne coûte rien de le refaire. Voilà, donc ici, à ce stade-là, on a nos trunks. On a notre serveur DHCP qui est sur le VLAN 10, je le rappelle ici. Ici, on a un VLAN 10, ici, on a un VLAN 10, et ici aussi. On va tenter d'obtenir une adresse IP sur tous les PC du VLAN 10. Alors pour ça, je vais réactiver mon serveur DHCP. Et je vais utiliser les PC du VLAN 10. Donc ceux qui sont prétendus être sur le VLAN 10, je vais leur demander de récupérer une adresse IP. Et je vois ici qu'il obtient une adresse IP, là 1.3, on voit pas très bien ici, mais si je me mets en commande ici, que je fais ipconfig, vous pouvez donc le voir. Pareil pour celui-ci, on va faire pareil pour donc cet ordinateur que nous passons DHCP, nous attendons de voir, on voit ici que ça a fonctionné, on a l'adresse 1.4. On la voit pas très bien, mais on va contrôler en faisant ipconfig. Nous avons bien la 1.4. Maintenant, est-ce que par exemple ce PC vert ou celui-ci ou celui-là obtiennent une adresse IP? Donc là c'est très facile à vérifier. On est en statique, on bascule en DHCP, il fait sa demande d'adresse, il fait sa demande d'adresse, il fait sa demande d'adresse, et il échoue. Fail. Il échoue, il passe en API par. On voit pas bien ici, mais il est écrit 169.254. 234.51, ce qui n'a rien à voir avec ce que nous attendions. Alors qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Alors ça aussi, ça a déjà été étudié, traité, expliqué dans différentes autres présentations qui nous ont permis en fait de comprendre un peu comment le DHCP allait cohabiter avec une architecture découpée en VLAN, mais nous savons, nous l'avons redit tout à l'heure, en fait ce routeur-là doit assurer le routage des VLAN entre eux, mais aussi le relayage des requêtes DHCP pour tout ce qui n'est pas sur le VLAN où se trouve le serveur. Le VLAN où se trouve le serveur qui est ici, hein, c'est le VLAN 10, celui que j'ai peint en rouge ici. Donc celui qui n'est pas en rouge ici, c'est le VLAN numéro 10. Ben, tout ce qui n'est pas sur le 10, c'est-à-dire en fait lui, ainsi que lui et lui, doivent profiter d'un relayage. Donc comment on fait? On vient sur le routeur et on va construire notre configuration. Donc avant de la construire, on va examiner ce qu'il y a déjà au niveau par exemple des interfaces. Alors je vais écrire cette première commande en entier. Show IP interface brief. Show IP interface brief, ça me permet en fait de montrer les adresses IP et on constate qu'il n'y en a pas. Mais cette commande nous permet aussi de voir les cartes et de voir celles qui sont activées. Et on voit bien que celle-ci que j'ai activée tout à l'heure, la gigabit 00, gigabit Ethernet 00, elle est bien activée. Hop, mais qu'elle n'a pas d'IP. Donc cette interface, on va surtout pas la désactiver, mais on va pas lui donner d'adresse IP. On va la diviser en 3 sous-interfaces qui vont correspondre aux 3 interfaces VLAN que l'on souhaite utiliser en tant que passerelle. Donc interface gigabit 0/0.10 pour le VLAN 10. Donc là on crée une nouvelle interface, on la voit apparaître au niveau de la console et on va
indiquer que cette interface fonctionne avec le marquage de trame encapsulation.1q10. Donc ça veut dire que l'encapsulation se fait par la norme 802.1q.1q et que le marquage concerne la marque 10, donc le VLAN 10. Et on lui donne une adresse qui sera donc celle qu'on avait prévue initialement avec ce masque. Elle n'a pas besoin de relier les trames, on peut sortir d'ici. On refait une déclaration d'une autre interface qu'on va appeler la 20. Et cette interface, elle va s'occuper d'utiliser tout et de router toutes les trames marquées par la marque 20. Et donc elle va s'associer au VLAN 20. Si c'est le cas, on va lui mettre donc une IP correspondant au VLAN 20. Alors on va imaginer que ça va être celle-ci par exemple. Et par contre, on va utiliser cette petite commande de reroutage des requêtes DHCP IP Helper Address. IP Helper Address, ça permet en indiquant maintenant l'adresse du serveur où se trouve le DHCP, donc celui-ci, que tout ce qui arrivera par cette interface sera redirigé vers ce serveur dès lors qu'il s'agira de requêtes DHCP. On sort de là. On crée notre troisième interface qui va consister à router tout ce qui concerne le VLAN 30. Donc on active l'interface, on précise l'encapsulation associée à la marque 30 et on met une adresse IP que a priori, alors l'adresse IP c'est plutôt cette commande là, on va envisager de mettre ici. Et cette interface doit aussi relayer les requêtes DHCP. Donc on va utiliser la même commande vers le serveur. Résumons. Je reviens au début, je fais un show IP INTPR. Je vois mes trois sous-interfaces ici. Donc celle-ci, 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 elles sont up, up, up. On voit les adresses IP. Donc si on retient que l'on souhaite utiliser ces trois adresses ici, donc ça veut dire que ce routeur là il aura trois adresses IP là, 192.168.1.254, ensuite 192.168.2.254 et 192.168.3.254. Donc on sauvegarde cette configuration dans la mémoire non volatile du routeur. Et on va ici maintenant sur le serveur DHCP compléter notre configuration DHCP. Alors compléter de quelle manière? On a déjà un pool qui fonctionne, mais qui concerne le réseau 192.168.1.0 avec ses paramètres qu'on a vus ici. D'accord? On va créer un nouveau pool. On va appeler par exemple pool-VLAN 20 et qui va lui indiquer tout ce qui concerne les adresses IP qu'on aura choisies pour le VLAN 20. D'accord? On va ajouter ce pool. Il est là. Je crée un troisième pool, naturellement plutôt destiné au VLAN 30. Donc je change les paramètres inhérents au VLAN 30 et je l'ajoute. Et j'ai mes trois pools. Le pool normal pour le VLAN 10. Alors vous remarquerez que celui-là il s'appelle serveur pool, c'est le nom qu'il avait au début. J'ai pas pu mettre le complément VLAN 10. On peut pas renommer en fait. Moi je peux pas renommer ça ici. Si je le renomme ça marche pas. Alors, si je veux faire ça par exemple et que je sauve, ça ne marche pas, il veut pas. Donc c'est un peu dommage, mais il va garder son nom d'origine. D'accord?
Alors du coup il m'en crée un nouveau. Alors je peux garder celui-là, hein, avoir ce VLAN 10, et puis je peux éteindre je peux supprimer celui-là. Mais celui-là d'origine, en fait, si vous voulez pas l'utiliser, il faut pas le configurer. Alors je sais même pas si ça marche, si on met rien comme ça, je sais pas trop si on va pas avoir une erreur. On va essayer. Voilà. Donc on le sauve. Ah oui, donc pas d'adresse IP pour la gateway. Bon, donc on va pas s'embêter avec ce pool, on va le laisser comme ça. Et celui-ci, on va pas le rajouter, on va le retirer. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, adresse IP 192.168, 1. quelque chose, 2. quelque chose, 3. quelque chose. On quitte. Il n'y a plus qu'à tester. Alors pour tester, en fait, c'est assez simple, hein. On va faire demande d'obtention d'adresse IP de la part des postes. Alors on va commencer par celui-ci. Lui, on sait que ça marchait déjà tout à l'heure. On va vérifier que ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours, et on voit ici son adresse, on distingue. Donc ici ça marche. On va prendre celui-ci. Celui-ci, il est bon aussi, 1.3. Et tout ça, c'était déjà le cas tout à l'heure. Celui-ci, par contre, il est bon, 1.4. Donc tout ce qui est rouge, c'est bon. On va s'attaquer au réseau vert. Réseau vert. Alors, ça me paraît bien long. DHCP fail. On recommence. Statique DHCP. On recommence une dernière fois, et si ça marche pas, on se posera la question de pourquoi ça fonctionne pas. Alors ça fonctionne pas comme vous pouvez le voir. Alors qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce qu'on a pu oublier qui fasse que ce PC là n'obtient pas d'adresse IP? Donc alors je rappelle les faits. Il est sur le VLAN 20. Il faut qu'il y ait un trunk pour atteindre le serveur qui ici se trouve lui sur le VLAN 10 à l'autre bout. Et ce serveur-là doit lui répondre de façon à retourner ici. Mais comme le VLAN d'origine et le VLAN de destination ne sont pas les mêmes, il doit passer par le routeur pour passer d'un réseau à un autre. Et c'est là qu'il faut se rappeler de comment on a établi la configuration au début. Et bien, si on fait le test, ici on s'aperçoit, et je mets ma souris sur le serveur pour vous montrer, que je n'ai pas mis l'adresse dans la rubrique Gateway. On voit qu'il y a écrit 0.0.0.0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce serveur-là n'est pas capable de faire appel au routeur pour atteindre les autres réseaux que le réseau rouge. Ce serveur-là ne peut donc pas atteindre le réseau vert, le réseau bleu. Il ne peut donc pas répondre aux requêtes du vert, ni aux requêtes du bleu. Donc si je mets une adresse IP sur ce serveur, qui est donc celle-ci, celle qui est en rapport avec son VLAN, la passerelle, on va pouvoir refaire le test. Alors, on va repasser en statique, on va passer en DHCP, il attend son adresse, et il a, cette fois-ci, obtenu une adresse 192.168 2. quelque chose. On va faire un test avec le deuxième PC ici, desktop, DHCP, DHCP successful, il obtient quelque chose ici, sur le bon réseau, on fait celui-ci, il obtient quelque chose ici aussi, et on attaque les PC bleus. Alors PC bleu, on va commencer par celui-là, ce PC là, il est en statique, je le bascule en DHCP, il fait sa requête, elle est ok, elle doit être sur le réseau 192.168.3. Il est en 3 points. Donc, si on voit pas bien, de temps en temps, prenez la peine de vérifier tranquillement. Vous pouvez même
faire le test de relâchement d'adresse avec la commande ipconfig/release et d'un renouvellement avec la commande ipconfig/renew. Et on voit que ça marche. Donc les bleus fonctionnent, on va faire tous les bleus. Successful, et on n'oubliera pas celui-ci. Donc celui-ci. Successful également. Voilà, donc à ce stade-là, tous les PC sont associés à un VLAN et tous les PC ont bien reçu une adresse IP et une adresse de passerelle. Donc maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est, alors par exemple, si on examine l'adresse IP, je sais pas, par exemple de ce PC-là, donc on voit qu'il a l'adresse 2.3, 192.168.2.3, c'est ce PC-là, ici, là, 2.3, et mettons lui, il est en 3.2, donc 2.3 vers 3.2. On va faire un test de ping. Donc, il a... oui, bon, on va prendre celui-ci. Alors celui-ci, par exemple, il a une adresse en 1.3. On va essayer de pinguer le 2.3 et le 3.2. Ping 192.168 3.2. Alors on voit que ça marche pas, et que ça marche, et que ça marche, et que ça marche. Donc il y a eu un échec, et puis ensuite il y a 4 paquets qui ont réussi, 3 paquets qui ont réussi à passer sur les 4. On va refaire le test, et on va voir que les 4 paquets vont passer. 1, 2, 3 et 4. Donc on a pingé la 3.2, on va pinguer la 2.3, qu'on avait repéré tout à l'heure. Un échec. Et 3 succès. Normalement. Ou 2. Ou pas. 2.3. Ah, alors, vous voyez ici, la 192.168 2.3 ne répond pas. Alors, c'est laquelle? La 2.3. La 2.3, c'était donc celle-ci, je crois. Non, il n'y a pas de 2.3 en fait. 2.2. Il n'y a pas de 2.3. Donc, on ne pouvait pas la pinguer. C'est 2.9 pour celle-ci. 2.2 et 2.10. Donc 2, 9, 10. Donc on va refaire un test en pingant la 2.9 par exemple. Donc un premier ping qui sera en échec, suivi de 3 pings qui seront en succès, et si on réitère, les 4 pings passent. Voilà, donc ça fonctionne. Tous nos pings s'échangent correctement. Les VLAN sont correctement établis. Les trunks font bien leur travail. Et le routeur assure bien le routage inter-VLAN. Maintenant, on vient de reconfigurer en fait toute cette architecture. Alors j'ai préparé notre schéma qu'on voit ici maintenant, où j'ai un petit peu réorganisé les choses de manière à rendre plus lisible le schéma. Mais c'est exactement la même chose. Si vous regardez celui-ci, on voit ici le VLAN rouge, ici je l'avais mis en bas, et le VLAN bleu en bas. J'ai simplement réorganisé un tout petit peu les choses pour les rendre plus faciles à lire, mais c'est exactement la même config. Donc ici, tout ce qui est rouge peut communiquer sans l'aide du routeur, pour atteindre notamment le serveur DHCP, et dès qu'il s'agira d'atteindre ce serveur DHCP qui se trouve dans le VLAN rouge, donc le VLAN numéro 10, eh bien il faudra passer par le routeur pour faire un relayage jusqu'à ce serveur-là. Et pareil, dès que la requête viendra des bleus. Donc, par rapport à l'exercice qui consistait donc à
apporté des modifications qui permettaient à l'ensemble des postes de fonctionner en toute efficacité, on peut résumer les choses en indiquant que la première étape qu'il fallait faire en fait, c'est créer les VLAN sur tous les switches, donc le VLAN 10, le 20, le 30, et affecter les ports qui nous intéressent respectivement aux 3 VLAN. Ensuite, définir des interfaces de liaison ici en mode trunk. Donc, lui ce sera un trunk ici, lui aussi, et entre les deux on met un câble. Ici un trunk, entre les deux un câble, ici un trunk, entre les deux un câble. Ensuite, le routeur, on y ajoute un trunk, et ce trunk ici va permettre en fait au routeur de décoder lui également toutes les trames qui seraient marquées, qui seraient donc taguées, de façon à pouvoir passer d'un VLAN à un autre quand ce sera nécessaire. Et sa deuxième mission à ce routeur, c'est aussi d'assurer le relayage des requêtes DHCP pour toutes les demandes qui se situeraient sur un VLAN différent du VLAN où se trouve le serveur, c'est-à-dire du VLAN 10. Donc si on n'est pas présent sur le VLAN 10, on ne peut pas atteindre ce serveur DHCP. Il faut donc être aidé par le relayage de trame effectué au niveau du routeur. Donc on a répondu en fait à toutes les questions de cet exercice, et puis au final on va bénéficier, enfin je vais vous donner un petit corrigé de cet exercice en fait, sous la forme d'une explication plus détaillée. En fait, toutes les opérations ici vont être détaillées. Alors la petite particularité supplémentaire que j'ai ajoutée par rapport à ma présentation, je viens de terminer, c'est que j'ai ajouté aussi un service TFTP pour que la configuration des switches et du routeur puisse être sauvegardée sur ce serveur TFTP. Parce que c'est très bien de sauvegarder la configuration locale dans les équipements eux-mêmes, mais si un équipement venait être endommagé, supprimé, volé, détruit, je pourrais absolument pas réintégrer une configuration que je n'aurais pas exportée sur un serveur. Donc c'est ce que je vais faire avec cette petite option. On va pas la détailler ici, mais c'est une option supplémentaire. Ce qui est intéressant de préciser ici, c'est que les VLAN 10, 20 et 30 doivent impérativement être déclarés sur tous les switches. Parce que si vous prenez un switch ici par exemple qui ne connaîtrait pas le VLAN 10 parce qu'il n'a aucun poste sur le VLAN 10, on pourrait se dire qu'il est inutile de déclarer le VLAN 10. Il lui serait donc impossible de déchiffrer des trames venant du VLAN 10 et arrivant par le trunk. Il les détruirait. En fait, il les détruirait pas, il les destinerait au VLAN numéro 1. Comme il n'y a aucun poste sur le VLAN numéro 1, il les détruirait. Donc il est impératif qu'il soit capable de comprendre et traiter les trames venant du VLAN 10, et lui, il doit connaître le VLAN 30, et lui, il doit connaître le VLAN 20, même s'il ne l'utilise pas en direct pour ses postes. C'est-à-dire, s'il ne distribue pas de données directement sur des ports sur le VLAN 20, par exemple, il doit connaître le VLAN 20. Autrement, ça ne marche pas. Donc cette particularité, c'est souvent un oubli. Peut-être on pourrait considérer que c'est par fainéantise. On dit, il est, par exemple ici, inutile de déclarer le VLAN 10. Ici, il est inutile de déclarer le 30. Ici, il est inutile de déclarer le 20. Ça fait des économies de déclaration, donc d'écriture, donc on gagne un peu de temps. Mais il n'y a rien qui fonctionne. Rien qui fonctionne. Il suffit de ne pas mettre le VLAN 10 ici, sur ce switch. Quand lui fera sa requête DHCP, elle va être transmise ici au trunk, et là elle sera détruite. Elle n'atteindra même pas le serveur. Donc la simple requête d'obtention d'adresse, de demande d'obtention d'adresse, serait bloquée par cet oubli de déclaration du VLAN 10. Ce serait donc vraiment, vraiment dommage. Voilà, donc c'est la fin de cette présentation. N'hésitez pas à consulter les documents qui sont associés à cette présentation et refaire intégralement cette expérience en la modifiant, en ajoutant un VLAN supplémentaire par exemple, en ajoutant un switch, en déplaçant les équipements, par exemple en supprimant ce routeur, en le mettant ici, de façon à être certain
qu'il s'agit bien d'une configuration que vous avez réussi à établir après réflexion, et pas simplement la reproduction d'une configuration type. Voilà, c'est maintenant à vous de jouer pour essayer de maîtriser cette situation qui fait partie d'un je dirais des basiques du routage intervallan, et qui est néanmoins, bien qu'elle soit assez basique, très 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 utile et très 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 employée.